Chers participants, bonjour et soyez les bienvenus dans ce webinaire. Je suis Ali Tondji Rinvi, Project Manager chez Bass Consulting. Bass Consulting est ce cabinet-là qui, depuis quelques années, offre aux structures et aux cadres de 17 pays d'Afrique des formations, des, euh, des recrutements, des consultations dans le domaine des marchés publics fondamentalement. Et il organise également des webinaires, des formations dans le genre de celui-ci pour davantage faire comprendre certains thèmes à ces cadres. C'est donc dans le cadre de cette démarche à connotation mensuelle que le webinaire de cet après-midi s'inscrit. Ce webinaire sera présenté en deux temps. Dans un tout premier temps, le consultant formateur sur le thème du jour va développer le thème en première partie et donc en deuxième partie va revenir pour répondre aux questions que vous aurez entre-temps, chers participants, posées, soit par écrit à travers le chat, soit à travers une main levée. Vous avez la possibilité de poser ces questions de façon vocale ou par voice tout simplement. Chers participants, il est important en marché public de maîtriser un certain nombre de processus. Et dans ces processus-là, comment attribuer un marché selon l'offre la plus avantageuse est la question fondamentale qui se pose. Et c'est donc le thème suivant lequel nous allons dérouler le webinaire de cet après-midi. Le consultant formateur que je vais installer pour le présenter est un consultant fondu dans les procédures internationales des marchés publics. Son nom, M. Akibo Bassabi Moussé. Je tiens à préciser que le webinaire de cet après-midi est tout spécial parce que, compte tenu des raisons de dépendance encore énergétique dans nos pays respectifs, nous n'aurons pas la possibilité de suivre ou de voir l'explication de consultant à travers sa vidéo. Nous allons donc le recevoir en salle. Chers consultants, bonsoir et soyez les bienvenus. Bonsoir, monsieur Envy. Bonsoir à tout le monde. Décor très, très bien planté. Encore une fois, toutes nos excuses pour ce dysfonctionnement dû à l'instabilité énergétique qui va nous amener quand même à rationaliser le facteur quand même de médias, de données qu'on met en œuvre. Donc, on va essayer de ne pas activer la vidéo pour que cela consomme le moins de données possible et que vous soyez dans un webinaire quand même plus ou moins fluide afin d'éviter des interruptions et des écrans figés de temps en temps. Mais l'explication que je vais donner ne sera pas différente de ce qui avait été prévu. Donc, encore une fois, merci de votre disponibilité respective. C'est toujours pas évident parce que d'autres sont encore au service et tout cela. Merci de votre disponibilité renouvelée. Cette thématique-là est l'offre la plus avantageuse qui fait quand même couler beaucoup d'encre de salive. Je dirais jusqu'à ce que d'ailleurs, la Banque mondiale elle-même vienne enfoncer le clou en septembre 2023 en rendant désormais obligatoire pour tout avis d'appel à concurrence à recherche internationale l'introduction des critères notés dans tout ce qui est dossier d'appel à concurrence. L'offre la plus avantageuse, déjà ce que je vais commencer par dire, c'est qu'il faut situer le contexte même de la terminologie. C'est comprise afin qu'on puisse vraiment l'intégrer suffisamment.
elle est en réalité, je dirais, parfois même controversée. Parce que certains n'arrivent pas encore, et vous me direz peut-être dans vos questions, à l'intégrer. Et ce qui fait que c'est même un concept qui est aujourd'hui évité par beaucoup de spécialistes en marché public qui disent je préfère continuer selon l'approche classique qui est l'offre la moins disante, qui en réalité, elle aussi est une forme d'offre la plus avantageuse. Voilà. Donc, dans ce sens, ce que je vais dire, c'est que ce que je peux dire à ce niveau, c'est que premier point, vous devez noter que l'offre la plus avantageuse n'est pas du tout un nouveau concept. C'est important que chacun puisse l'intégrer. Beaucoup pensent que lorsqu'on dit l'offre la plus avantageuse, c'est un nouveau concept, il faut mettre en œuvre, on en a peur, on en fait des tonnes. Il n'en est absolument rien. C'est important que cela soit démystifié. Et je vais le faire sur deux plans. Le premier point ici, c'est que l'offre la plus avantageuse est celle que vous avez toujours appliquée quand vous êtes en train de faire une sélection de consultants, en quoi appeler prestation intellectuelle. C'est celle-là que vous avez toujours en réalité appliquée. Vous avez toujours fait en réalité une sélection selon l'offre la plus avantageuse. Le fait d'appliquer des coefficients de pondération, de mettre des poids respectifs en fonction de la complexité de certaines missions ou pas, c'est une sélection selon l'offre la plus avantageuse. Donc, ce n'est pas du tout un concept nouveau, c'est un vieux concept. Mais l'appréhension qui vient de ce concept est en réalité due au fait que c'est maintenant applicable à des travaux, fournitures et aux services courants. C'est là l'appréhension. Sinon, l'offre la plus avantageuse en sélection de services de consultants en prestation intellectuelle, tout le monde le trouve normal, tout le monde le trouve usuel. Mais ce qui fait qu'en réalité, il y a un problème et que ça fait couler beaucoup d'encre de salive, comme je l'ai dit depuis quelques années, je crois bientôt 10 ans, c'est parce qu'en réalité, maintenant, on l'applique aux travaux et aux fournitures. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce que précédemment, on avait toujours fait une sélection selon l'offre la moins disante. Et c'est pour cela que je vous disais qu'en point 2, même là encore, il faut démystifier. Quand vous êtes en train de faire une sélection selon l'offre la moins disante de façon classique, si je peux résumer en une phrase, c'est quoi? C'est à compétence technique égale, on prend celui qui est moins cher. Mais pourquoi à compétence technique égale, on ne prend pas celui qui est plus cher? On se dit, mais c'est con, on veut quand même... Mais celui qui est plus cher, à compétence technique égale, a quand même les meilleures références. C'est pour ça qu'il est poste qualifié. Mais pourquoi vous ne le prenez pas? C'est parce que vous déjà un accès, ce qui fait que vous prenez le moins, c'est en termes de terminologie. Si c'est même en termes de terminologie, une sélection selon l'offre la moins disante est en réalité, pardon, une sélection selon l'offre la moins disante est en réalité même une sélection selon l'offre la plus avantageuse qui ne dit pas son nom. Parce que là, vous recherchez l'avantage financier à compétence technique égale. Premier point au niveau des travaux, services et fournitures. L'autre concept qu'il faut démystifier, c'est que même lorsque vous faites, je reste encore dans la terminologie offre la moins disante, vous avez tendance, si vous regardez vos dossiers d'appel à concurrence, qui aujourd'hui que vous banalisez d'ailleurs parce que vous avez tellement fait ça depuis des années, c'est devenu courant pour vous, ce n'est pas extraordinaire, c'est simple, ça se passe très bien dans le meilleur des cas, c'est que ce que vous avez tendance à faire, c'est que vous avez souvent une séquence technique. Ou une série de critères techniques ou sous-critères qui vont en réalité avoir des incidences même sur le financier. En réalité. C'est ça en réalité ce que vous faites depuis. Donc vous l'appliquez en réalité sans vous en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'un des vecteurs même, un des puissants vecteurs qui rend indispensable la notion d'offre la plus avantageuse en service, en matière de travaux, fournitures et services courants, c'est l'introduction des normes de développement durable. Donc, vous allez vous dire aussi là,
il va nous dire encore que c'est un concept que beaucoup fuient, alors que ce n'est pas nouveau. Mais désolé, c'est le cas encore. En marché public, il y a beaucoup de terminologie. Si vous regardez, c'est du, comment on l'appelle, du refurbishing. Ce n'est pas nouveau. C'est juste la manière ou l'implémentation qui est nouvelle ou ce à quoi cela s'adosse qui est nouveau. Mais le concept en lui-même n'est pas du tout nouveau. Quand dans un dossier d'appel d'offres, vous êtes en train de faire une démarche, qui est une démarche même d'abord propre au marché public, qui est la démarche de minimisation des risques. Quel que soit ce que vous faites en marché public, c'est ce que vous visez. Que vous sachiez faire un value for money, un fix for purpose, tout ce que vous visez, quelle que soit la démarche, la méthode de sélection, vous cherchez toujours à minimiser les risques pour pouvoir atteindre l'objectif. C'est une démarche standard, elle est claire. Tout le monde vise cela en marché public. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, ça veut dire que dans cette dynamique de minimisation des risques-là, vous allez tout faire dans votre dossier d'appel à concurrence pour minimiser tous les facteurs que vous allez pouvoir, qui pourraient constituer des sources de risque. Donc, premier point, vous n'allez pas vouloir prendre, par exemple, ou avoir à la sortie une entreprise qui, et ça, je parle de là de la légitimité, attention, je ne parle pas de la légalité, je parle de la légitimité. C'est pourquoi je dis, vous n'allez pas vouloir, je pèse bien mes mots, vous n'allez pas vouloir, et c'est légitime, qu'on vous dise que dans votre processus, l'entreprise qui est en train d'être post-qualifiée ou une entreprise parle de mentaux de vouloir faire l'acquisition et qui fait mauvaise presse actuellement. De façon légitime, vous ne voudrez pas ça. Ça veut dire que si vous avez cette information, vous allez faire en sorte dans votre dossier d'appel à concurrence de minimiser les risques environnementaux. Pour que vous ne puissiez pas, in fine, aller choisir une entreprise qui va aggraver ces risques-là à votre niveau. Ou acheter ne serait-ce qu'un bien A et qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont reconnues. Ou c'était même, je dirais, une rumeur, ne serait-ce qu'une rumeur, hein, qui est dans une qui sont dans des dynamiques par exemple d'exploitation et d'abus sexuels. Une partie de l'Asie en a vraiment fait les frais, même dans les achats internationaux. Exploitation des enfants, abus, ce qu'on appelle exploitation, abus sexuels, les normes EAS que vous regardez en marché public. Donc, vous n'allez pas vouloir ça, ça veut dire que vous allez prendre des dispositions dans donc, tant que vous êtes en train de sélectionner selon la plus avantageuse en réalité, parce que vous êtes en train de minimiser progressivement des risques sur le plan environnemental, sur le plan technologique, sur le plan social, sur le plan même in fine financier, je l'avais déjà dit, sur beaucoup de plans, sur le plan même de l'innovation et beaucoup d'autres choses. Donc, vous parlez là en réalité d'une offre la plus avantageuse. C'est le premier gros point de mon intervention. Il faut démystifier ça. Le deuxième maintenant va revenir au problème que ça pose aujourd'hui maintenant en réalité. Beaucoup se disent, on connaît ce concept-là. Mais la difficulté, c'est, d'accord, on sait qu'on doit faire ça maintenant dans les travaux fourniture, mais comment je le fais? Pourquoi? Mais ce que ceux qui vous posent la question ne disent pas, c'est qu'en réalité, ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas le faire. Vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, si c'est un service de consultant, il n'y a pas de problème, les coefficients de pondération, les poids affectés, les notas affectés au niveau des tableaux, de tout cela, je suis très à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais il va vous dire au même moment que si c'est appliqué aux travaux, vraiment, lui, il n'a jamais fait ça, qu'il ne sait pas comment faire. Et c'est là le paradoxe, parce que c'est le même principe. C'est le même principe en réalité. C'est un principe de proportionnalité qui va se poser. Et qu'est-ce qui va se poser comme problème en termes d'implémentation? C'est que vous allez juste faire 3 étapes. On est ici en webinaire, je tiens à le rappeler, ce n'est pas une formation. En formation, c'est quelque chose qu'on va vous détailler avec des exemples, avec tout. Donc ici, c'est juste une présentation pour vous permettre de faire même des recherches après. Il faut d'abord, lorsque vous voulez faire une sélection selon l'offre la plus avantageuse, définir les critères. 1. Deuxième point, il faut les cartographier. Troisième point, il faut maintenant leur affecter les poids respectifs, qui va peser plus que l'autre. Et ce qui fait qu'on parle de l'offre la plus avantageuse,
c'est parce qu'in fine, tu peux me mettre moins cher et ne pas être retenu. Tu peux être disqualifié, tu peux être pénalisé, c'est le mot, pas disqualifié. Parce que la disqualification, c'est selon l'offre la moins disante, c'est-à-dire le binaire, oui ou non. Mais ici, ça te pénalise. Donc, tu peux avoir même 0 quelque part et il n'y a pas de problème. Tu peux t'en sortir in fine, si cela le permet. Donc, on va essayer d'affecter. Comment est-ce qu'on définit maintenant les critères? Un, c'est que ces critères-là sont définis en fonction d'un principe qui est clair, c'est le principe de cartographie des risques. Ça va vous paraître bizarre, mais vous ne pouvez jamais réussir, je ne vais pas dire faire, mais vous ne pouvez jamais réussir l'offre la plus avantageuse si vous ne savez pas dans votre acquisition les risques que vous voulez minimiser. Ce n'est pas possible. Donc, vous devez savoir, attention, je vais minimiser les risques par rapport à l'acquisition que je suis en train de vouloir faire. Je prends par exemple l'achat d'un matériel informatique. Tout simple. Attention, est-ce que je vais minimiser les risques technologiques? Est-ce que je vais minimiser les risques environnementaux? Est-ce que c'est existant? Donc, vous devez savoir les différents risques qu'il y a autour de cette acquisition-là. Et ce sont ces risques-là que vous allez cartographier. Quand vous les cartographiez, il y a généralement même la Banque mondiale qui recommande de faire un tableau. Il y a un tableau qu'on fait où on met ainsi ces risques A, risque B, risque C, risque D, c'est-à-dire en fonction, je suppose que c'est 5 risques que vous avez, puis cartographier, je fais simple. Vous les mettez en abscisse, les 5, et en ordonnée, les 5, c'est-à-dire un tableau à double entrée, si vous voulez. A, B, C, D, et les mêmes A, B, C, D se retrouvent aussi de façon horizontale. Donc, vous allez avoir des croisements du genre AA, BB, CC, DD, ou des croisements AB, AC, AD. Donc, vous avez une série de possibilités qui vous donnent comme une grille. Donc, qu'est-ce que vous faites? En fonction de la prépondérance des critères, vous allez voir entre le A et le B. Vous prenez par exemple le A en horizontal. Bon, vous ne pourrez pas comparer du A et du A, c'est le même. Mais le A en horizontal et le B en horizontal, lequel est plus prépondérant? D'après votre analyse de risque, lequel est le risque le plus fort qui va impacter de façon négative le marché? Attention, A, attention, va créer plus de dégâts que B si il n'est pas atténué. Vous faites le même exercice sur toutes les grilles. Quand vous finissez, vous allez vous retrouver au niveau des grilles. Je suppose que entre A en horizontal et B en vertical, c'est le A qui a pris le dessus. Dans cette case de croisement A-B, c'est le A qui va rester dans la case. Donc, vous allez trouver finalement une grille où vous avez tous les A, B, C, D qui restent dedans. Et vous comptez simplement le nombre. A se retrouve combien de fois? Si c'est une grille, je pense que là, j'ai dit 5, non? A, B, C, D, c'est ça? A, B, C, D, ça fait 4. 4, 4, ça fait 16. Vous avez 16 possibilités. Moins, bien sûr, les AA, les BB, les CC, les DD, moins 4, ça vous fait 12 possibilités qui resteront. Sur les 12, vous allez voir que le A peut se retrouver 4 fois, le B peut se retrouver en prépondérance 3 fois, l'autre 4 fois, l'autre tant nombre de fois. Donc, vous allez revenir et vous dire, mais A, apparemment, pour ce marché-là, ce risque-là, s'il n'est pas atténué, va créer des dégâts beaucoup plus importants que B s'il n'est pas atténué. Donc, vous allez commencer par savoir sur quoi maintenant il faut plus mettre l'accent en termes de poids respectif, en termes de poids. Attention, lui, là, si on le loupe, on peut réussir les autres, mais lui, il va nous créer tous les dégâts, nous faire rater l'acquisition. Ça, c'est un des principes que la Banque mondiale recommande. Je vous fais même là la version courte. Cela existe dans le nouveau guide qu'ils ont sorti, je pense, en septembre ou en octobre. Je crois qu'ils ont sorti septembre ou en octobre, voilà. Le nouveau guide qui a accompagné quand même la 5e édition du nouveau règlement. C'est quand même bien clair. Vous avez aussi la démarche de la durabilité dont j'ai parlé, que la BAD promeut beaucoup. La Banque mondiale, oui, mais la BAD l'a très bien explicité dans son guide. On va maintenant mettre d'autres critères. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous ne pourrez pas aussi, je vais parler de cartographie des risques, mais que vous ne pourrez pas aussi faire. Si vous êtes en train de faire vraiment une sélection selon l'offre la plus avantageuse, c'est l'évaluation de la durabilité. Et la durabilité, c'est 3 principes. Il ne faut pas aller loin. C'est le principe économique qu'on a tendance déjà même à appliquer, le principe environnemental et le principe du progrès social. Donc, vous avez l'équilibre économique, la démarche environnementale et le progrès social. Si vous prenez aujourd'hui ces 3-là, par exemple, il y a quelque chose que nous faisons dans vos acquisitions et qui mérite d'être quand même, c'est l'hommage qu'en réalité l'offre la plus avantageuse lui rend. Vous êtes en train d'acheter, même dans vos acquisitions, ce que j'appelle l'acquisition domestique, tactique, ce que vous faites vous-même à la maison, ce n'est même pas un marché public. Vous voulez acheter un bien A.
Mais qu'est-ce que vous faites si vous n'êtes pas dans une dynamique de durabilité? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez aller acheter, vous allez avoir deux biens à caractéristiques techniques égales, c'est-à-dire les deux biens-là sont interchangeables, les deux vous conviennent, ça correspond à votre besoin à 100%, mais il y a un qui coûte, je suppose, 100 000 et l'autre qui coûte 150 000. Vous risquez d'aller choisir celui de 100 000 francs. Et là, qu'est-ce que vous aurez fait si on le rapporte au marché public? Vous aurez fait quoi? Une sélection selon l'offre la moins disante. C'est clair. Et vous choisissez celui de 100 000, il n'y a pas de problème. Adjugé, on évolue. Mais ce que l'offre la plus avantageuse vous déconseille de faire, c'est de vous arrêter à cette étape. Parce que lui, il vous dit, mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu as acheté à 100 000 là ne va pas te coûter plus cher durant la durée de vie de l'acquisition que celui de 150 000 francs? C'est ça qu'il faut réussir à prouver. C'est-à-dire, ça va s'arrimer donc à ce qu'on appelle la durée de vie, le cycle de vie de l'équipement. Si c'est 10 ans de durée de vie utile, ce qu'on appelle la durée de vie utile de 10 ans, il se peut que celui de 100 000 là, quand tu prends ce qu'on appelle le coût d'acquisition, parce que l'offre la moins disante, c'est selon le coût d'acquisition, mais l'offre la plus avantageuse, c'est selon le coût du cycle de vie. Mais si tu prends le coût d'acquisition, 100 000 est plus avantageux que 150 000. Il ne faut pas loin pour comprendre ça. Mais le souci, c'est que celui de 100 000, tu le prends, et je suis sûr que certains vont me dire que ça leur arrive. En 10 ans, tu fais dépenser 1 million pour ces entretiens, pour tout. Et même in fine, on prend aujourd'hui, vous allez voir comment j'avais un débat, je me serais rendu. Désolé de l'interruption. Toujours ce que vous savez, la connectivité. Je pense que je suis bien reçu maintenant. Monsieur Envy, vous pouvez me confirmer que vous me recevez bien? Je le confirme, consultant. D'accord. Donc, je disais qu'on se rendra compte qu'on aurait dû acheter celui de 150 000 francs. Pourtant, on aurait été incompris en ce moment en se disant, mais pourquoi il va prendre celui de 150 000 francs? Mais c'est parce que celui de 150 000 francs sur 10 ans te coûte moins cher quand tu fais le total de l'entretien régulier, des entretiens respectifs de beaucoup de paramètres. En fin de vie, c'est-à-dire quand tu prends la durée, ce qu'on appelle la valeur résiduelle de l'actif, que tu fais tout ça là, moins la valeur résiduelle, parce qu'en maths financière, c'est ce qu'on fait, tu vas te rendre compte que lui, il est plus avantageux. Donc, il est plus avantageux d'acheter parfois ce qui est plus cher. C'est ce qui fait que certains vont vous dire, mais entre deux choses là, ce qui coûte 20 000 francs plus cher là, je le préfère. C'est ça qu'il a en réalité fait sans s'en rendre compte. Il se dit, celui de 20 000 francs là, si je l'achète, lui là, le risque de faire des entretiens, c'est moins élevé. Je me hasarde à aller le prendre, ça va me coûter plus cher in fine. Donc, je préfère prendre dès le début ce qui est cher. Donc, il faut faire une différence entre le coût d'acquisition, le coût total de possession d'un actif et le coût du cycle de vie. C'est une formule mathématique simple. Le coût du cycle de vie, c'est le coût total d'acquisition de l'actif, c'est-à-dire au moment où on l'achète, c'est-à-dire ce qu'on appelle généralement le prix, plus maintenant le coût total de possession, c'est-à-dire qu'est-ce que ça te coûte de posséder cet actif-là. D'accord, tu l'as, oui, tu l'as acheté, mais ça te coûte quoi? Jusqu'à sa fin de vie, ça te coûte quoi? Et pour ça, il faut beaucoup d'informations. C'est un peu de la mathématique financière. Je pourrais vous renvoyer au guide de durabilité de la BAD. Vous allez voir des modèles donc, qui sont vraiment très, très bien clairs là-dessus. L'autre aspect qui est l'aspect environnemental, c'est généralement le plus connu qu'on utilise aujourd'hui, ce sont les émissions de CO2. Mais sur plusieurs plans. Les émissions de CO2, c'est-à-dire, il y a des matériels pour les fabriquer aujourd'hui, il faut nécessiter beaucoup plus d'intrants qui polluent, par exemple des sources d'énergie fossiles et tout le reste. Ça pollue plus de fabriquer celui-là que l'autre. Il pollue, pour le fabriquer, il est plus polluant de le fabriquer, mais il coûte moins cher. Mais il y a un qui est moins polluant, mais lui, il coûte plus cher. Donc, selon l'offre la plus avantageuse, on va mettre des malus, des bonus et des malus en termes d'émissions de CO2 sur le prix de cette acquisition-là. Donc, on va voir, il y a un qui pollue plus, il y a un qui pollue moins et tout cela. C'est en fonction de cela qu'on va mettre ses poids aussi, c'est-à-dire en termes de nombre de pollutions. Vous allez voir ça, par exemple, pour certaines acquisitions, comme je le dis souvent lors des formations,
vous allez demander, par exemple, les étiquettes énergétiques de certains actifs pour pouvoir voir lequel est plus vorace. Ça, c'est même en termes de consommation, même quand tu l'as déjà acheté. Donc, on peut l'évaluer d'abord au moment où il est en train d'être conçu, au moment où tu es en train de l'utiliser, ce que ça va te prendre en quoi en émission, et même au moment où tu veux l'éliminer maintenant, c'est-à-dire tu veux le rejeter dans la nature, tu as fini de l'utiliser en fin de vie, comment tu l'élimines? Parce qu'aujourd'hui, il y a des composants, quand ils sont dans des ordinateurs ou dans d'autres choses, c'est plus compliqué à éliminer. Le plastique, par exemple, le verre. Le plastique et le verre se trouvent dans le top 2 des matières les plus compliquées à éliminer. Donc, on va chercher à acquérir des ordinateurs qui n'ont pas majoritairement cela, ou qui ont le moins possible de plastique et autres. Vous avez les trucs en lithium, il y a énormément. On va pas durer là-dessus. Il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus. Donc, on va prendre tout ça. Et aujourd'hui même, on peut même imposer des mesures normatives pour faire une sélection de l'offre la plus avantageuse. Et la plus connue aujourd'hui au monde, c'est-à-dire c'est un peu comme lorsqu'on parle des normes là, les gens ont tendance à dire ISO. ISO, oui, c'est la plus grande au monde, mais elle n'est pas la seule. Il faut faire attention. C'est ce qui fait que certains mettent ISO et ça devient un critère restrictif. Donc, de la même manière, en matière informatique, vous pourrez faire des recherches. Je pense que nous avons même fait un carrousel là-dessus. Il y a une norme qui permet d'atténuer ce risque-là quand vous êtes en train de faire une sélection selon l'offre la plus avantageuse. C'est-à-dire, le système est déjà conçu. Vous n'avez juste qu'à l'évaluer. Et cette norme-là, vous pouvez faire des recherches sur Google. On l'appelle la norme TCO. TCO, c'est une norme d'origine suédoise. On donne des référentiels imprimantes, les moniteurs TV, tout cela. Certification TCO. Un matériel certifié TCO, ça vous montre déjà qu'il a déjà sauté toutes ces barrières-là avant d'être là. La norme TCO va même jusqu'à intégrer en termes de durabilité comment est-ce que les employés qui travaillent dans l'usine où on a fabriqué l'actif là sont traités socialement. Je ne sais pas si vous voyez, si leurs droits sont respectés, même les ouvriers qui travaillent dans l'usine où on a fabriqué. Et c'est ce qui a justement amené un scandale. Si vous vous souvenez, dans certaines zones de l'Asie, de certains pays de l'Asie, je ne sais pas si vous avez entendu les Philippines et autres, où on avait accusé pour les fabrications de jeans, les fabrications de produits de luxe. On avait vu qu'il y a eu des enfants exploités. On leur payait des misères, alors que c'était de grandes firmes mondiales reconnues qui les exploitaient et qui vendaient ces produits-là à prix d'or. Ça avait même amené des campagnes de boycott de ces produits-là. C'est passé aussi en Afrique, hein, c'est pas seulement en Asie. En Afrique, on a connu, je pense, le cas de l'Afrique centrale au Gabon. Je pense au Gabon avec sur les enfants qu'on utilisait pour les travaux liés au bois et tout cela. Et on a même accusé même Total à un moment donné aussi en Afrique centrale. Donc, ce sont des choses qui peuvent nous inspirer en marché public et qui devraient d'ailleurs nous inspirer en marché public. Donc, ce que je veux dire ici pour revenir, donc la durabilité, ce n'est pas un concept nouveau. Je l'ai dit déjà sur 2 points. 2, il y a plusieurs mécanismes de mise en œuvre de la durabilité, de l'offre la plus avantageuse. Et ce que je peux même dire en dernière position, c'est que vous avez intérêt à vous y faire. Ça, c'est un conseil que je vous recommande fortement. Si des gens pensent qu'aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, ce n'est pas encore applicable à tous, ce n'est pas un point imposé. Vous avez vu la Banque mondiale, ils ont révisé leur règlement pour vous l'imposer maintenant sur les appels d'offres internationaux. Vous n'aurez pas le choix si vous êtes sur leur financement. Mais je suis sûr, on est à la 5e édition. Avant la 8e édition, là, ça va devenir applicable généralement. Donc, ils sont en train de l'introduire progressivement. Je ne sais pas si vous voyez ça venir. Et ça veut dire, pour qui sait voir, que même vos législations nationales qui l'ont déjà prévu, cette là, vont commencer progressivement par l'aligner. Si bien qu'à un moment donné, il arriverait un moment, je ne sais pas, c'est dans 10 ans ou autre, vous ne pourrez plus faire une seule acquisition, même en demande de cotation, selon l'offre la moins disante, vous devez faire selon l'offre la plus avantageuse, même si ça avait 2 critères qui vont vous permettre d'attribuer des points respectifs. Ça va devenir une généralité. Et si vous regardez, même ceux qu'on considère aujourd'hui les plus avancés, plus ou moins les occidentaux, ils ont commencé par se préparer à l'exercice. Ils ont lancé en 2024. Ils sont en phase de transition. Je pense qu'ils vont finir, je crois que c'est dans 2 ans, non? 2026, à partir de 8, je n'ai plus, ma mémoire me joue des tours, je pense. Ça va devenir obligatoire pour tous les marchés qu'ils vont faire. Donc, si des gens pensent que pour le moment, on peut encore, au lieu de chercher à le maîtriser, ils cherchent tout le temps à le feinter là. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va nous rattraper tous.
Donc, autant commencer déjà par en parler, voir ce qu'il y a derrière, le démystifier et voir quels sont vraiment les différents outils qu'on peut faire. Maintenant, au-delà de la cartographie des risques qui est utile pour la bonne implémentation de l'offre la plus avantageuse, je tiens aussi à rappeler que, en toute honnêteté, à l'instant où je vous parle, sous nos cieux, je te parle des pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, selon les législations que je connais, l'introduction des normes de l'offre la plus avantageuse est un risque. Pourquoi? Parce qu'il est très facile de commettre des entorses si vous voulez l'intégrer. C'est ce qui fait même que certains spécialistes en ont peur. Pas parce qu'ils ne connaissent pas ce que j'ai énuméré, mais il y a plus d'ailleurs. Mais ils disent, mais les poids là, comment je fais pour être sûr que je ne suis pas en train de faire de l'entorse? Si quelque part je devais mettre 20%, je me trompe et j'évalue à 15%. Tu vois l'incident? S'il y a un critère dont j'ai mal évalué la cartographie, comment je fais? C'est pour ça qu'on a toujours demandé dans vos administrations respectives d'avoir toujours des matrices de cartographie des risques à jour. Nous, on est allé même jusqu'à lancer le débat en se disant, est-ce qu'il ne faudrait même pas créer un nouveau profil en marché public où on parle de gestionnaire de risque marché public uniquement? Tout comme il y a maintenant contrôleur des marchés publics, tout comme il y a juriste marché public, pourquoi ne pas faire ça? On a ouvert le débat, on ne dit pas qu'il faut systématiquement. Pour que les gens aient une matrice de cartographie des risques, quelqu'un est dédié pour ça, c'est ça qu'il gère du matin au soir, lui. Et il ajuste son outil. À tout moment, on veut faire une acquisition, lui, il a les données qu'il met à disposition, on peut avancer. Mais imaginez un spécialiste en marché public, regardez le nombre de DAO qui gère, de DC, on le convoque à l'RMP, il est ici, il a la direction de contrôle, on le tirait de l'autre côté. En temps, peut-être il a un patron qui veut qu'il fasse passer telle ou telle entreprise. Il est tiré dans tout ça et vous lui demandez de s'asseoir et de faire une matrice de cartographie des risques à jour. Ça devient compliqué, ça devient même parfois irréaliste pour certains que j'ai pu côtoyer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent juste la fin de l'année, ils prennent 1 ou 2 semaines, là, ils essaient de monter la matrice de cartographie des risques et on envoie la direction en charge des risques pour dire, bon, tiens, tu le veux, tiens, rendez-vous l'année prochaine, j'ai fini avec ça. Mais on ne l'intègre pas en réalité vraiment. Parce que si on l'intégrait, on n'aurait pas connu ce qu'on continue par connaître en risque opérationnel dans les marchés publics aujourd'hui. Donc, c'est ça, en fait, le vrai problème aujourd'hui. Merci beaucoup. Je peux vous assurer que j'ai dit très peu. Ce que je vous dis là, c'est un thème de formation de 2 semaines. L'offre la plus avantageuse seule là, c'est un thème de formation de 2 semaines. Donc, je ne peux pas malheureusement venir tout vous dire en 30 minutes. C'est un webinaire ici. Merci beaucoup. Merci, consultant. Une bonne trentaine de minutes qui a fait une immersion dans dans la thématique proposée, comment attribuer un marché selon l'offre la plus avantageuse. Chers participants, ainsi prend fin la première partie de ce webinaire. La deuxième, c'est celle que j'ai annoncée en liminaire. Vous avez la possibilité de laisser déjà vos questions dans le chat ou vous levez votre main et nous ouvrons votre micro et vous avez la possibilité de le dire de façon par une note vocale. Pour ceux qui nous ont rejoints, ils auraient constaté que le webinaire de ce jour est tout spécial. Nous sommes obligés de nous confondre aux dispositions technologiques en matière de fourniture d'énergie et toute chose qui nous impose à ne pas ouvrir la vidéo du consultant afin de pouvoir consommer moins de données. Et comme ça, on est sûr de pouvoir tenir dans les 60 minutes réservées pour le présent webinaire. La petite transition que je vais vous offrir en attendant que nous recevions ici les questions est de vous conduire vers le site web. Ce sera le tout premier point ici, de vous conduire vers Monsieur Hassan Zakariaou. Oui, c'est noté. Je reviens à vous, c'est noté, Monsieur Hassan.
Monsieur Senghor, qui était le premier à lever la main, vous êtes enregistré aussi. Vous êtes enregistré. Ah, décidément aujourd'hui, les interventions par note vocale. Monsieur Chao, on continue toujours les enregistrements de questions. Voilà. Je disais à l'instant que je vais nous conduire vers le site de Base Consulting. C'est en train de s'ouvrir. Très bien, nous sommes ici sur la page d'accueil du site du cabinet. Tout droit, nous allons vers le premier élément qu'il me plaît de vous présenter ici. Nous défilons vers le bas pour retrouver nos formations. Et donc, dans le programme, vous allez retrouver la toute prochaine formation que Base Consulting offre est une formation en ligne qui va tenir du 25 mai au 22 juillet. Et ce qui intéresse ici, fondamentalement, c'est le thème de la formation, la planification et la passation des marchés publics selon l'approche risque. Et lorsque nous poursuivons un séminaire international dans la période du 10 au 14 juin, qui va se tenir à Dakar, au Sénégal, sur les systèmes d'information en passation des marchés publics. Et je défile pour vous faire découvrir ici le tout prochain programme mensuel que nous tenons. Les webinaires, j'entends. Le prochain, celui du mois de juin, va se tenir le 28 juin et va porter sur les fondamentaux de la logistique et de la supply chain. Prenez donc ces rendez-vous. Je vais laisser le lien du site dans le chat tout à l'heure. Je m'en vais vous faire découvrir. Voilà un élément très important ici, un séminaire international du 8 au 12 juillet 2024, dont le thème est la cartographie des risques en marché public. Le consultant tout à l'heure a montré comment s'imbrique le thème euh, que nous discutons aujourd'hui dans la thématique prévue pour ce séminaire international. C'est des programmes que vous pouvez retrouver en feuilletant notre site web. Je vais donc retourner très rapidement et vous faire savoir que vous avez la possibilité, le formateur, le consultant a donné beaucoup d'informations tout à l'heure. Vous avez la possibilité sur notre compte LinkedIn de lire nos carousels. Il renseigne beaucoup, il donne de petites explications, des petites cours, des petites notions assez succinctes. Et l'autre côté, sur notre compte YouTube, dont je vais donner également le lien, je suis là, toujours pour enregistrer les questions. Aucune question dans le chat jusque-là. Bon, nous allons, dans un court instant, ouvrir le micro de ces participants-là qui ont levé la main. Pas de problème. Je vous disais donc qu'en dehors de la possibilité de lire nos carousels sur le compte LinkedIn du cabinet, vous avez des éléments encore plus intéressants, des vidéos sur notre compte YouTube. Monsieur Senghor, j'espère qu'il est encore en ligne. Nous Monsieur allons Envy, en... Monsieur Oui, Envy, allô, consultant. vu les contraintes de temps que nous avons, on devrait finir dans 15 minutes. Ils vont Oui,
poser toutes les questions. Il n'y aura pas une deuxième série de questions parce que je pense que tout le monde a eu le temps de suffisamment. Tout le monde a eu le temps l'opportunité de poser des questions. Donc, c'est seulement ceux qui ont levé la main qu'on va prendre et puis on va fermer la séance pour respecter le timing. Parce que d'autres aussi ont des engagements, ils vont devoir y vaquer, quoi. C'est bien entendu, consultant. C'est tout à fait juste. Monsieur Senghor, qui est le premier à lever la main, votre micro, vous pouvez l'ouvrir. Bon, avant qu'il nous rejoigne, je vais donner la main à Monsieur Hassan. Oui, Monsieur Hassan Zakariaou. Allez-y, vous ouvrez votre micro pour poser votre question. Bonjour. Merci beaucoup à Bass Consulting pour les efforts que vous connaissez pour vraiment faire ce genre de partage. En réalité, moi, c'est juste une précision dont j'ai besoin. Concernant, parce que vers la fin, vous avez parlé vous avez parlé d'une norme d'origine chinoise. C'est le nom que je n'ai pas bien regardé. C'est TCO ou bien c'est PCO? Voilà. Merci. D'accord, votre question est notée. C'est une précision sur la norme d'origine chinoise dont parlait le consultant dans la partie animation. C'est noté. Merci, Monsieur Hassan. Bon courage. Merci infiniment. Monsieur Ciao, vous avez la main pour poser votre question. Je rappelle que au-delà des questions, vous pouvez, si entre-temps, vous avez des compléments à faire, ce n'est pas fondamentalement que des questions. Oui, Monsieur Ciao, vous avez l'autorisation. OK. Merci, Monsieur le formateur. Moi, je suis de la cellule de gestion des marchés publics à la CAGIA. Et je vous remercie pour nous n'avons pas pu avoir accès. Allô? Oui, nous vous suivons. Propos sont hachés, M. Chao. Propos sont hachés. Ça coupe tantôt. Si vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Je constate que carrément, il a coupé son micro. Monsieur Chao. D'accord. Monsieur Chao, permettons donc à Talassal d'y aller avant que Monsieur Chao ne revienne. Oui, Talassal, si vous nous suivez, allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci Basco de m'avoir donné la parole. Merci également donc, sur la présentation, si je peux le dire comme ça, par rapport à ton exposé. C'est très pertinent et également ça nous permettra également d'avoir des concepts par rapport à l'offre la plus avantageuse. Donc tout à l'heure, vous avez parlé sur l'offre la plus avantageuse et l'offre la moins disant. Donc ma question va s'accentuer sur juste parfois, vous savez, donc parfois on a du mal parfois avec certains concepts. Tout à l'heure, vous avez expliqué que l'offre la moins 10 ans, bon, c'est le coût d'acquisition. C'est-à-dire le plus souvent, on cherche donc l'offre la moins bas par rapport à l'offre la plus avantageuse parce que parfois, vous avez donné un exemple tout à l'heure entre un montant de 100 millions et un montant de 150 millions. Maintenant, moi, mon problème est que pour comprendre exactement le fondement même de l'offre la plus avantageuse, quels sont les cas statistiques, les mécanismes
donc qui va nous permettre également de bien cerner ce concept. Donc, c'est ça ma question. Merci beaucoup. Je vous remercie. Très bien. Le mécanisme pour mieux cerner le concept du choix en réalité. D'accord, c'est noté. Merci. Makoui, votre micro est. Vous avez la main pour ouvrir votre micro. Allez-y. Vous nous recevez? Yao Noato Makoui. Est-ce que Monsieur Chao peut revenir alors? Monsieur Chao? Allô? Allô, vous me recevez? Oui, nous vous recevons. D'accord, merci beaucoup. D'abord, je voulais vous dire tout simplement merci pour la qualité de la formation et vous poser d'abord deux doléances. La première concernant le partage de cours de la présentation pour nous aider à nous familiariser un peu avec les systèmes de pondération. La deuxième, pour voir les mesures d'accompagnement possibles pour avoir accès, comme vous le dites là, à ces vidéos ou à ces petits cours sur votre site. Parce qu'on sait que généralement, ces formations pointues sont un peu payantes. Et je ne sais pas si des dispositions ont été déjà prises en termes de collaboration avec l'ARCOP et autres pour faciliter l'accès à ces genres d'informations par les différentes autorités contractantes. Monsieur Chao? Allô? Allô? Oui, nous vous avons suivi. D'accord. Monsieur Chao, on vous a reçu 5 sur 5. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à peine à 10 minutes de la. Nous sommes fermés déjà l'enregistrement des questions. Nous avons donné la possibilité. Yao, qui avait la main levée depuis, on le réactive là. Il essaie. Toujours pas. D'accord. On va à Komba Gaye. Vous avez la main. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. Voilà, j'avais une question. Je vais aller très rapidement pour permettre les autres de participer. Oui. Voilà, je voulais savoir quelle procédure faut enclencher si on fait face à une offre anormalement basse. Voilà. OK. Votre question est reçue. Merci. On fait le point. Il y a plus, tout le monde est passé. Tous ceux qui ont levé la main sont passés. Et permettez donc que nous ouvrons le micro afin de donner la parole aux consultants. Merci. Consultant, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur Envy. Oui. Vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Très peu de questions. Donc là, je vais supposer comme d'habitude que les gens ont vraiment très bien compris ce que j'ai dit ou qui n'ont vraiment pas compris ce que j'ai dit. Ce sont les deux possibilités. Mais quel que soit le cas de figure, je pense que c'est une notion qui est en train d'évoluer et je nous invite tous à continuer par faire des recherches et attention aussi selon les possibilités d'implémentation que nos législations nationales nous offrent parce qu'elles ne sont pas toutes superposables sur la question. Il faut faire aussi attention à ce paramètre. L'autre point que je voudrais rapidement aborder, c'est encore une fois de rappeler que ce n'est pas une formation. J'ai entendu des gens parler de formation. Ce n'est pas une formation qu'on fait. La formation, c'est 5 jours, c'est 10 jours, c'est 2 semaines. Et M. Envy a d'ailleurs la brillante idée de vous présenter ou de vous orienter les formations pendant lesquelles même ces thématiques seront abordées. Vous imaginez ce qu'on vient de dire en 30 minutes, là, si c'est abordé en 2 semaines? Vous voyez? Donc, vous avez sur notre site web toutes ces formations-là que vous pouvez aller voir. Vous téléchargez la plaquette,
Vous rentrez dans la plaquette, vous pouvez voir ce qui sera abordé pendant la formation. Il n'y a pas de surprise. Avant de venir à une de nos formations, vous devez savoir ce qui va être abordé. S'il y a une notion que vous voulez qu'elle soit abordée pendant la formation, écrivez. Vous avez en même temps les boutons qui vous permettent d'écrire au cabinet, même par WhatsApp, de leur faire un mail, parfois même d'écrire même au consultant qui va animer la formation pour discuter avec lui, pour qu'il vous rassure ou pas avant même la formation. Vous avez toutes ces possibilités-là. Je vous invite à les explorer. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Zakariou, merci beaucoup de votre occupation, qui était beaucoup plus une question d'éclaircissement. J'ai parlé plutôt de normes TCO-T. T comme techno, O comme ouvert. TCO. TCO. Et l'autre correction qu'il faut faire, ce n'est pas une norme chinoise. C'est une norme, je n'ai pas dit norme chinoise, j'ai dit norme d'origine suédoise. D'ailleurs, TCO même, c'est le nom d'une entreprise, hein, si vous regardez. Donc, vous pouvez aller sur Google, vous tapez TCO. Vous pouvez voir sur LinkedIn, descendre, vous allez voir qu'on avait même publié un carrousel sur l'implémentation de la norme TCO en marché public, sur les matériels informatiques. Et on a un carrousel là-dessus, vous pouvez aller le voir. Je pense sur YouTube aussi, vous pouvez voir ça. Vous pouvez le voir aussi sur notre page LinkedIn. Il y a un carrousel qu'on a fait sur la norme TCO. Tapez juste base, arrivez sur YouTube. Sur YouTube, tapez juste base consulting, vous allez voir tout. Ce sont des petites vidéos de 5 minutes où vous avez des présentations. Vous avez la même chose en PDF. Sur LinkedIn, tapez juste base consulting, vous allez voir ça aussi. Voilà. Donc, c'est TCO et c'est une norme d'origine suédoise. Comme je l'ai déjà expliqué, inutile de revenir là-dessus. Monsieur Chao, désolé, hein, j'ai pris comme ça. Monsieur Chao, j'ai déjà abordé la question des formations. Monsieur Henry vous a renvoyé vers YouTube aussi. Je l'ai aussi fait. Donc, allez sur ces canaux-là, vous allez avoir des détails. Vous pouvez même avoir des webinaires complets que nous avons animés sur d'autres thématiques. Il n'y a pas de souci. En ce qui concerne l'ARCOP du Togo, l'autorité de régulation de la commande publique, bon, le cabinet Basse Consulting n'a pas en tant que tel un accord avec l'ARCOP pour le moment. Mais je connais très bien le patron de la COP Togo, qui est quand même quelqu'un de très ouvert, avec qui je discute de temps en temps. Mais bon, on n'a pas encore, pour le moment, de façon institutionnelle, enclenché des procédures de collaboration. Cela pourrait arriver, il n'y a pas de problème si on nous sollicite. Et je me rappelle encore qu'ils ont posé même un acte il y a 3 ou 4 mois, hein, si ma mémoire est bonne. En janvier, je devais former une trentaine de cadres d'une administration publique du Togo. Et la COP même a envoyé une personne pour suivre la formation, pour être sûr que bon, le consultant anime bien et autres. Et je pense qu'ils ont été très satisfaits, ils ont fait de très bons retours. Et ils ont même prévu pour certaines dispositions qui vont vouloir améliorer dans l'arsenal juridique du Togo, nous faire appel. Parce qu'on avait vraiment, lors de cette formation, sorti ce que j'ai appelé des défaillances même d'application du code de passation du Togo, la 2020. Donc, ils ont estimé ça vraiment pertinent. Ils ont dit qu'ils vont nous faire appel pour cela. Bon, nous, on reste à l'écoute. Dès qu'on nous sollicite, nous, on est là. Si on nous sollicite aussi pour être dans le bassin des formateurs des cadres de la COP pour former l'administration publique du Togo, il n'y a pas de problème. Parce que la durabilité est bel et bien intégrée aujourd'hui à travers l'offre la plus avantageuse dans la législation, dans l'arsenal du Togo, mais très peu appliquée. Vous conviendrez avec moi. Monsieur Sall, au niveau des deux terminologies, l'offre la moins disante et la plus avantageuse, bon, je suppose que monsieur Sall est venu un peu en retard, sinon j'avais vraiment clairement expliqué cela. C'est même pas ça que j'ai commencé. Mais je récapitule très rapidement. L'offre la moins disante prend en compte le coût d'acquisition et l'offre la plus avantageuse prend en compte le coût du cycle de vie. Si vous voulez, sur le plan financier, sur le plan économique, je l'explique comme ça. L'offre la moins disante prend en compte le coût d'acquisition, alors que l'offre la plus avantageuse prend en compte le coût du cycle de vie d'un actif. Ça peut être un équipement et tout le reste, voilà. C'est ce que je peux vous dire de façon très brève. Sinon, le reste, je l'avais vraiment expliqué depuis le début de la formation. Et je suis même allé jusqu'à même titiller même la notion de l'offre la moins disante en disant que même lorsqu'on dit l'offre la moins disante là, c'est parce qu'on a voulu lui donner un nom différent. Sinon, au fond, quand vous l'appliquez, vous faites ça selon une offre la plus avantageuse. Parce que vous ne choisissez pas le plus cher, vous choisissez celui qui est financièrement avantageux. À compétences techniques égales, vous choisissez celui qui est financièrement avantageux, le moins disant. Mais bon, on ne l'appelle pas comme ça, on l'appelle selon la moins disante parce que là, c'est juste un débat d'ouverture que j'avais fait.
Madame Gay, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, désolé si ce n'est pas le cas. Madame Gay a parlé de... Avant ça, désolé, quelqu'un avait parlé des supports. Bon, vous avez dû remarquer que ce que je suis en train de vous expliquer depuis quelques minutes là, il n'y a pas de support. Hein. Je n'ai pas un support que je suis en train de lire, je n'ai pas un support que je suis en train de préparer. Et pour ceux qui savent, je n'ai rien préparé pour ce webinaire. Je suis là même actuellement en train de marcher en parlant. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est ce que je peux dire en griffe qui est dans ma tête que je vous sors. Maintenant, je vous ai envoyé vers les supports. Vous pouvez voir les supports de la Banque mondiale, de la BAD, toute autre forme de support sur Internet. Il y a tout ce que je dis là-dedans. Et nettement plus d'ailleurs. Nettement plus. Moi, je suis juste là pour vous donner quelques bribes d'informations et vous guider. Donc, allez voir les documents de la Banque mondiale qu'ils ont sortis. C'est des documents libres. Hein. Allez sur le site web, allez sur le site web de la BAD, vous allez télécharger la boîte à outils. Au niveau de la BAD, il faut faire attention parce qu'il y a une confusion que les gens font. Il y a des gens qui disent les directives de la BAD sont de 2015. Et vous retrouvez en même temps, parce que nous, dans nos documents, on met manuel les opérations de passation des marchés de novembre 2018. Et je me rappelle la dernière fois, il y a même quelqu'un de la BAD, c'était ça qui était ironique. Certes, il n'était pas du volet marché public, et qui me disait non, c'est que vous avez fait une erreur. La BAD, leur procédure a été révisée en 2021. Je lui ai dit non. S'il se renseigne au niveau de ses collègues, il verra que ce ne sont pas les procédures de la BAD qui ont été révisées, mais on a juste révisé des dossiers types. Des dossiers types. Ce qu'on appelle là-bas, même leur dossier type est appelé boîte à outils. Donc, quand vous regardez le cadre de passation des marchés, il est de 2015. Mais à l'intérieur, vous avez 5 subdivisions, dont le manuel des opérations de passation qui fait office de directive, qui est de novembre 2018. Donc, il faut faire attention à ça. C'est le cadre de 2015 qui comporte tout ça et ça fait des différentes années. Par exemple, le guide de planification des marchés, lui, il est de novembre 2020. Vous avez beaucoup de documents qui sont de différentes années. Mais tout ça, c'est dans le cadre de la révision de 2015, qu'on appelle le cadre des acquisitions de 2015. C'est important. C'est un peu comme la Banque mondiale qui a son nouveau cadre de passation des marchés qui est à l'intérieur, vous avez différentes éditions, différents documents et même des documents de 2023. Donc, c'est important dans votre recherche que vous puissiez comprendre ça comme ça. Sinon, vous allez vous tromper, vous allez vous embrouiller sur les années, ne pas vous retrouver. Et penser que quelque chose n'est plus d'actualité ou que l'autre est différent. Voilà. C'est important que je vous guide vers cela. Encore une fois, mes excuses si j'ai mal prononcé. Offre anormalement basse. Bon, je ne pourrais pas dire que ce n'est pas en lien avec ce qu'on est en train de faire, même si ce n'est pas la thématique du jour. Déjà, la première chose, c'est que aujourd'hui, on ne dit pas une offre anormalement basse. On parle d'offres suspectées d'être anormalement basses. Il faut toujours aborder ça comme ça. Même dans vos rapports, si jamais vous mettez telle entreprise offre anormalement basse, l'entreprise va peut déposer une plainte contre vous. Parce que ce n'est pas encore établi. Il y a toujours la présomption comme en droit. C'est-à-dire, c'est un prix. Vous ne pouvez pas à quelqu'un, même si vous l'avez attrapé dans votre maison, vous ne l'appelez pas coupable, vous dites présumé coupable. Ce n'est établi que par les institutions compétentes, notamment dans ce cas, l'ARCOP ou la RMP selon le nom qu'on lui donne dans les différents pays. Donc ici, l'offre anormalement basse, c'est d'abord ça, la suspicion. Et la suspicion, c'est d'abord le fait que vous avez une offre qui ne répond pas, qui ne reflète pas les réalités économiques du marché. Donc, comment vous faites pour savoir que cette offre-là, vous devez la suspecter? Il y a différentes méthodes. Si vous allez sur notre page LinkedIn, vous allez voir, il y a la méthode de 20% en dessous du temps prévisionnel, qui a des risques qu'on a énumérés. Attention. Il y a le montant. Aussi, il y a la méthode hybride aussi, où on prend en compte le montant prévisionnel, on lui affecte un poids de 0,4 fois le montant de la moyenne des offres. On lui affecte un poids de 0,6 et en dessous de ça, elle est suspectée d'être anormalement bas. Vous avez aussi la technique de la moyenne des offres, qui est une technique fastoche. On prend juste la moyenne des offres, on divise. Toi qui es 20% moins que ça, tu es suspecté et maintenant on peut te demander des clarifications. In fine, ça peut même amener au rejet de ton offre parce qu'il y a une possibilité de rejeter des offres maintenant établies comme anormalement basses. Vous avez aussi la méthode qu'on appelle la méthode de l'écart type qu'on utilise aussi, où vous avez tout simplement, comme en mathématiques on fait là, vous prenez les offres, vous calculez la moyenne d'abord des offres, c'est-à-dire une moyenne. C'est-à-dire vous avez 5 offres, vous faites la somme des 5, divisé par 5, moyenne simple.
ça vous donne un montant, c'est-à-dire M quoi. Donc, ce M-là, parmi les 5, vous neutralisez tout ce qui dépasse M de 20%. Et vous le mettez de côté au 3. Vous calculez une nouvelle moyenne sur la base de ce qui vous reste. Maintenant, sur la base de ce qui vous reste, là, ça vous donne une autre moyenne. Et tout ce qui est 10% moins que ça est constitué, peut être suspecté d'être une offre anormale. Des limites, parce que parfois, il y a des méthodes où vous ne pouvez pas l'implémenter. Vous imaginez une méthode basée sur la moyenne simple. Vous n'avez que 2 ou 3 offres, ce n'est pas pertinent. Vous voyez? Prendre le montant prévisionnel. Imaginez que votre montant prévisionnel n'a pas été fiable et mal défini aussi. Ça vous fausse l'analyse. Donc, chaque méthode a ses risques et ses avantages. Et c'est à chaque législation aujourd'hui de pouvoir dire qu'est-ce que nous, de façon assumée. Et c'est même un exemple, je pense que j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises au Sénégal, c'est un débat actuellement en cours, parce que les gens ont encore ce problème-là. Donc, ça se gère de façon jurisprudentielle, tout ce que je sais. Mais le Bénin a tranché là-dessus. Au Bénin, par exemple, ils utilisent la méthode hybride, où on prend en compte, on affecte un poids pour le montant prévisionnel compte pour une partie et la moyenne des offres compte pour une partie en termes de coefficient de pondération. C'est ce qui était maintenant des problèmes. Donc, chaque législation, selon comment elle voit la chose, selon son historique déjà, implémente la méthode qui lui convient. C'est ce que je peux vous dire de façon très brève. On a fait des carousels sur ça. Allez sur LinkedIn, par exemple, tapez Basse Consulting, vous allez voir ça. Si vous n'avez pas LinkedIn, allez sur YouTube, tapez Basse Consulting, descendez, vous allez voir une des vidéos qu'on a fait sur l'offre anormalement basse. Et c'est quelque chose qui pourrait vous guider. Et au Sénégal, j'ai travaillé encore avec une société d'État du Sénégal il y a quelques semaines. Ce n'était pas encore vraiment bien défini du côté du Sénégal. Maintenant, au niveau d'autres pays, probablement, ils l'ont très bien intégré et j'ai parlé du cas du Bénin. J'espère quand même avoir répondu à vos préoccupations. Ce n'est qu'un webinaire, je le rappelle encore une fois. Les détails, c'est souvent en formation qu'on le fait. Allez voir s'il y a des formations qui vous intéressent. La preuve, on vous permet, au cas de l'administration, de faire des paiements échelonnés pour ne pas vraiment, pour que ça ne pèse pas sur vous et que vous puissiez avoir vos parchemins. Donc, allez voir tout ça, écrivez directement, le cabinet vous répond dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, monsieur Envy. J'espère avoir fait le tour des questions. Merci, consultant. Oui, je confirme. Vous avez fait le tour de toutes les questions posées par les participants. Nous, on retient donc que ce webinaire est tout particulier. Pas de vidéo. Il est tout particulier. Pas de questions dans le chat. Mais de toutes les façons, une très bonne moisson de ce qui a été partagé ici sur la thématique du jour. Comment attribuer un marché selon l'offre la plus avantageuse? Chers participants, nous vous prions de prendre le même programme, le même rendez-vous tel que le webinaire de cet après-midi pour le 28 juin. Et ce sera pour échanger autour de la thématique fondamentaux de la logistique et de la supply chain. Merci n'oubliez pas de visiter notre site et portez-vous bien. Basse Consulting pour une belle immersion dans vos entreprises respectives. Merci encore de toujours nous faire confiance. Très bonne soirée chez vous.